Oui, ça marche. En plus, ça marche. Voilà. T'es loin, Valérie? Il me dit, Johan. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ok. Eh ben, bonjour à tous. Je fais circuler la liste d'émargement. Donc, je fais l'appel avant. Bertrand Aubert. Présent. Patrice Bollard. Présent. Johan Cancalon. Présent. Michel Chria. Présent. Romuald Cocagne. Présent. Christelle Demante. Présent. Kevin Langtu. Présent. Nicolas Lecard. Présent. Moi-même, je suis présente. Isabelle Levert. Présent. Éric Merlin. Présent. Delphine Pommier. Présent. Fatma Rafi. Présent. Carole Jusco. Valérie Thirier. Jean-Yves Calais a donné pouvoir à Anne-Gaëlle Miro. C'est le pouvoir ensuite. Et Marc Dumontier à monsieur Éric Lefebvre. Et monsieur Éric Lefebvre est présent. Et madame Anne-Gaëlle Miro aussi. Je fais tourner la liste. Oui, François, si tu veux. Ok. Alors, c'est un conseil, c'est un petit conseil, mais qui était vraiment obligatoire avant la fin de l'année. Et on va vous expliquer pourquoi. Je voudrais juste donner 2-3 éléments d'information. Donc, la dernière fois, on vous avait annoncé la réouverture de la salle des Prunus. Et nous avons le grand plaisir de vous annoncer la réouverture de la salle Nicolas Poussin, avec un avis favorable de la commission de sécurité suite aux travaux que nous avons réalisés. Et vous informer aussi que je signerai le lundi matin prochain la convention avec Heure Habitat pour la mise à disposition, donc gratuite par Heure Habitat, de la salle des Prunus. Je rappelle que nous allons la dédier, comme nous l'avons dit la dernière fois, aux associations et aux partenaires, avec un petit règlement intérieur que nous avons voté, qui permettra que chacun cohabite dans cette salle-là. Voilà. Le secrétaire de séance. Bon, Nicolas, tu le dis avec tellement d'enthousiasme que je pense que tu as gagné le cocotier. Voilà. Merci Nicolas. Madame la maire. C'est avec plaisir. Merci Nicolas. Je vais soumettre à votre approbation le procès-verbal du conseil municipal du 16 novembre. Y avait-il dans ce procès-verbal des remarques? Une remarque que vous avez en fait été plus précise dans votre réponse pardon. Vous avez été un peu plus précis dans votre réponse orale. Toutefois, vous aviez été plus précise dans votre réponse orale que dans le compte rendu par rapport aux avantages en nature, en fait, par rapport au personnel. Oui. Vous avez demandé combien de personnes, vous aviez dit bon, la totalité. L'ensemble, oui. Oui, mais vous aviez précisé que ça leur coûtait en fait en gros moins d'1 euro. Oui, Hein, tout donc, à fait. donc c'est important peut-être de le mettre quand même pour parce que c'est un élément important. Enfin, D'accord, oui, ça peut effectivement apparaître de sur le mettre fait. le montant, disons, prix que chacun doit mettre. Oui. Voilà. Sachant que, alors ce montant variera, puisque je rappelle que c'est une somme qui nous est donnée par l'URSSAF, et que donc tous les ans elle varie, alors de très très peu, et que donc comme c'est un pourcentage sur la somme de l'URSSAF, très clairement aujourd'hui le repas est à 0,71 centimes pour les salariés. Quand le plafond de l'URSSAF va augmenter,
de fait, ça peut passer à 72, par exemple. Hein. Oui, donc c'est une base en 2020, c'est 71. Voilà. Oui, mais enfin, ça reste. Ça reste voilà, en dessous d'1 euro, et avant que ça dépasse 1 euro, effectivement, il va se passer beaucoup de choses. Ok. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et je le fais tourner aussi de l'autre côté. Voilà. Pour signature. La délibération suivante que je vais laisser présenter par Christelle concerne le RIF 7. Alors, derrière cette appellation un peu compliquée à dire, surtout avec un masque, se cache en fait le régime indemnitaire des fonctionnaires de la fonction publique et qui permet d'ailleurs notamment de calculer et de donner les limites des différentes primes. Voilà, Christelle. Donc, le RIPSEP. Je vais vous passer les lois de référence quand même. Donc, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel mis en place pour la fonction publique de l'État, transposable à la fonction publique territoriale. Donc, ce nouveau régime indemnitaire est en vigueur depuis janvier 2017, n'a jamais été mis en place. Les primes peuvent être versées aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu'aux agents non titulaires. Donc la commune de Léry a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents concernés et instaurer le RIFSEP afin de remplir les objectifs suivants. Prendre en compte la place dans l'organigramme et reconnaître les spécificités de certains postes, susciter l'engagement des collaborateurs. Donc le RIFSEP se décompose en deux phases, donc l'IFSE qui est une prime donc, mensuelle, qui donc est constituée en fonction de l'encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la technicité, l'expertise, l'expérience, la qualification nécessaire à l'exercice des fonctions, et la suggestion particulière et le degré d'exposition à certains types de postes au regard de l'environnement extérieur et de la proximité. Donc ces trois critères conduisent à l'élaboration des groupes de fonctions qui sont, alors selon les grades, en 2 ou 3 groupes et dont les montants varient, évidemment. On a fait le choix de mettre les mêmes montants qu'ils sont aujourd'hui ceux de l'État et donc de proposer le montant annuel qui va de 0, par exemple, pour un adjoint administratif, un adjoint technique, à 10 800 € brut par an. Voilà, qui est évidemment mensuel, donc évidemment c'est divisé. Voilà, et la deuxième partie, donc vous avez tous eu normalement tous les groupes de fonctions des catégories d'agents que nous avons sur la commune, mais aussi des grades supérieurs afin qu'on n'ait pas à redélibérer sur les tableaux et les groupes de primes s'il y avait des avancements. Voilà. Et la partie donc complément indemnitaire annuel tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir. Alors c'est ce qui équivaut on va dire aux primes de Noël généralement. Nous proposons de faire le choix donc de verser cette prime en 2 fois qui peut être donc versée en juin et en novembre. Pareil, donc les plafonds sont ceux de l'État. Voilà, on a respecté exactement la même chose. Et voilà, est-ce qu'il y a des questions? Alors, peut-être juste préciser que cette année, le temps qu'on monte le RIP7 et qu'on le fasse valider par le centre de gestion, qui a des réunions en comité technique, mais qui a dû aussi se réinstaller du fait des élections. Donc en fait, les réunions du centre de gestion n'ont démarré qu'en juillet, oui, juillet. Et donc nous avons soumis notre délibération, enfin notre tableau au centre de gestion, puisque nous n'avons pas la compétence, nous, pour la valider en direct. Toutes nos propositions ont été validées par le centre de gestion,
mais ce qui nous a amené à verser évidemment la prime annuelle cette année en une seule fois. On n'a pas pu le faire en juin et en novembre. Donc cette année, elle a été versée là. Elle est versée en décembre, puisqu'il fallait que nous ayons l'aval du centre de gestion et il fallait que nous ayons délibéré ce soir pour pouvoir intégrer les primes dans ce qu'on appelle le flux des salaires quand il part à la perception. Sur la prime annuelle, j'ai aussi souhaité que nous relancions les évaluations annuelles de chaque salarié. Et donc, j'ai vu l'ensemble des salariés avec les adjoints de référence, les services techniques avec M. Bollard, les services administratifs avec Mme Demante et tous les services restauration et entretien avec Mme Levert. Ceci pour leur proposer en fait une évaluation un peu en deux temps. Une évaluation du temps de l'année passée, avec un certain nombre de critères, où je leur demande aussi de s'auto-évaluer. Où nous sommes plutôt sur de la projection 2021, pardon, qui permet, de cerner avec l'agent là où il est dans son poste et ce qu'il souhaite faire de son poste, s'il souhaite prendre des responsabilités, s'il souhaite peut-être changer un peu de filière, etc. De regarder ce que ça nécessite en termes de formation, ce qui nous permettra d'élaborer dans les semaines qui viennent ce qu'on appelle un plan de formation et qui nous permettra au budget 2021 d'avoir une ligne qui corresponde au plan de formation. Et voilà, et de regarder donc avec le salarié, de se projeter, de regarder un petit peu dans les mois et les années à venir ce qu'il souhaite faire, etc. Donc c'est comme ça qu'on apprend qu'il y a des salariés qui souhaiteraient peut-être changer de filière, il y a des salariés qui sont aussi à des recherches peut-être d'emploi sur des horaires, on va dire, plus administratifs, parce que c'est parfois un petit peu compliqué, travailler jusqu'à 19h par exemple, enfin voilà. Donc l'engagement qui a été pris auprès d'eux très clairement, c'est de dire qu'on les accompagnera au maximum, évidemment, dans ces démarches qu'ils font aujourd'hui, et surtout de les former pour ceux qui souhaitent rester ou changer de filière, de les accompagner sur le passage d'un examen professionnel, d'un concours, etc. L'idée, c'est toujours de faire monter en compétence l'ensemble de nos personnels, évidemment. Voilà. Alors, je repose. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce régime indemnitaire? Oui. Par rapport aux tableaux qui ont été envoyés, en fait, il y a eu des petites coquilles, mais c'est pas très grave. C'est écrit pour la catégorie C. Dans les deux colonnes, c'est montant annuel maximum. La colonne de gauche, c'est minimum. Et c'est pareil pour... oui, exactement. Oui, d'accord. Oui, ça y est, j'ai compris. La filière culturelle. Effectivement. Oui, oui, voilà. Merci. Voilà. Et puis après, par rapport, en fait, donc les montants minimum, ça sera zéro. Ça veut dire qu'il y a des agents qui pourront avoir zéro, c'est ça? On peut avoir. Alors cette année, moi, j'ai fait le choix qu'il y ait un socle minimum, qui est très clairement, je peux le dire, de 150 €. Voilà, ça c'est mon socle minimum, estimant que globalement tout le monde à un moment a rendu un travail et un service. Zéro, faudrait. Enfin, si une personne qui serait en arrêt, je sais pas, longue maladie ou quelque chose comme ça, si vous voulez, qui serait pas présente du tout sur son lieu de travail pendant des mois, là effectivement il n'y a pas de service rendu, quoi. Là j'ai fait le choix d'un socle minimum à 150, et puis après on a mis des critères en place en fait. Alors le critère de l'assiduité, de la présence ou non pendant le Covid aussi, parce que il y a des gens qui sont quand même restés 2 mois chez eux, même si c'est pas de leur faute, mais voilà. Le fait qu'il y ait beaucoup d'arrêts maladie ou pas, le fait qu'on ait le sens du service public ou pas,
Enfin voilà, on a mis un certain nombre de critères et à chaque fois les critères rajoutaient sur les 150 € des sommes qui permettaient d'aller, mais de toute façon jusqu'au plafond maximum et on ne le dépassera pas. Oui, Michel. Moi, je suis ravie de constater que Mme Méraud a lu le dossier avec beaucoup de rigueur et beaucoup de précision. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'était une obligation qui devait être mise en place en 2017 et on se demande un petit peu pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. C'est vrai que ça a été un très gros travail en quelques semaines parce que on souhaitait le faire et puis parce que ça devenait... voilà, c'est une obligation, donc il faut le faire, donc on l'a mis en place. Ça, je ne vous cache pas que ça a été un gros travail. Donc je voudrais remercier Christelle notamment sur l'écriture même du RIFSEP parce que c'est quand même elle qui s'y est beaucoup collée. Et puis remercier les adjoints qui m'ont accompagné dans les entretiens individuels parce que c'est un moment intéressant avec les agents, mais c'est aussi un moment où voilà, il faut réexpliquer des choses, il faut parfois rappeler aussi deux, trois règles, hein, celle de devoir de réserve par exemple, parce que ça aussi c'est important. Il y a aussi le fait que les agents ont vu leur prime baisser, puisque les montants, alors si on regarde, hein, c'est 1260, et que nous remercions l'ancienne municipalité qui leur a offert beaucoup plus, et qui était complètement dans l'illégalité, puisqu'ils votaient sur une délibération de 2006 et ils attribuaient des primes, et qui ne respectaient même pas la délibération de 2006, puisque les critères n'étaient pas les bons non plus. Et les plafonds n'étaient pas les bons. On peut espérer que les agents n'auront pas à reverser ces sommes qui leur ont été indûment versées. Oui. Le risque, c'est, voilà, en cas de contrôle URSSAF, les sommes peuvent être récupérées sur 4 ans. Voilà. Moi, je l'ignorais, enfin, c'est pas moi qui gérais cette partie-là, on va dire, mais de toute façon, le trésorier n'a jamais refusé non plus les payer. S'il a refusé, on aurait... Non, il n'a pas refusé, mais la difficulté aujourd'hui, c'est pas tant qu'ils aient perçu beaucoup plus que ce qu'ils auraient dû percevoir, c'est le fait qu'ils pourraient, je croise les doigts, hein, mais ils pourraient être amenés à le rembourser. Ce qui les mettrait évidemment en grande difficulté pour un certain nombre. Ok. Je mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 2. Je vous remercie. Je récupère. La deuxième délibération, alors, et porte toujours sur les aspects personnels, avec la proposition de la création d'un poste d'adjoint administratif principal première classe et de fait la suppression d'un poste d'adjoint administratif. Pour rappel, la Cour des comptes en 2017 préconisait que la commune de Léry se dote d'une secrétaire de mairie, alors je dis une ou un d'ailleurs, hein, secrétaire de mairie, qui ait les compétences de gestion d'une commune de 2000 habitants. Voilà. Au bout de quelques mois dans la mairie, nous avons pu observer les compétences des agents, je parle là des agents administratifs, mais en remarquant aussi un certain nombre de lacunes, qui portent quand même sur des éléments relativement importants, puisque notamment il s'agit de la comptabilité et de notre relation à la perception, et qui ont amené quand même à faire des constats de choses pas titrées, pas au bon endroit, etc. Et puis d'autre part, même si le maire est l'employeur, je pense qu'une commune avec 17 agents et 3 types de services nécessite un supérieur hiérarchique qui aide à l'organisation du travail. Je ne pense pas que ce soit dans la fonction d'élu que tous les matins venir et dire aujourd'hui vous allez faire ceci ou cela.
Je pense qu'on est plutôt là pour voilà, emmener la commune vers les nouveaux projets. De temps en temps mettre les mains dans le cambouis, hein, je suis très clair, parce que mais en même temps il faut qu'il y ait quelqu'un qui organise tout cela. Donc voilà, au bout de 6 mois, nous avons fait un certain nombre de constats, et de ces constats, est née la décision d'avoir une personne compétente en termes de secrétaire de mairie, c'est-à-dire polyvalente, ayant un certain nombre de compétences en urbanisme, en comptabilité, en gestion de ressources humaines, etc., qui va prendre la partie très technique de cette affaire-là et laisser les élus être plutôt sur les décisions à venir. Donc il nous faut créer ce poste d'adjoint administratif principal de première classe. Alors pourquoi cette dénomination si précise? Eh bien simplement parce que nous avons, avec Christelle, lancé des candidatures, reçu un certain nombre de personnes, fait notre choix, avec Michel aussi, d'ailleurs je t'oublie Michel dans cette affaire-là, mais avec Michel et Christelle, nous avons reçu un certain nombre de candidatures, donc de CV. Nous avons très clairement éliminé les CV qui semblaient vraiment ne pas correspondre au poste, ou des gens qui n'avaient aucune expérience en mairie ou en fonction publique, ce qui rendait les choses un peu compliquées. Et nous avons gardé 3 CD, nous avons reçu les 3 personnes, et à la fin, nous sommes assez unanimement, je dois le dire, tombés d'accord sur une personne qui travaille actuellement dans une autre mairie. Donc nous allons devoir encore patienter, puisque vous savez que les fonctionnaires peuvent bouger de travail par voie de mutation, mais que cette voie de mutation peut aller jusqu'à 3 mois de délai. J'ai échangé avec le maire, avec l'employeur actuel donc, de la dame, qui au départ m'a dit oui, je vais pouvoir la libérer, et puis se rendre compte de ce qu'il allait perdre et de la difficulté par ailleurs de recruter une autre secrétaire de mairie. Pour l'instant, m'a fait une réponse en disant je garde le délai légal, si j'arrive à trouver quelqu'un avant, c'est promis, je vous la libère avant, mais en attendant, voilà, ça sera dans 3 mois. Voilà, et de ce fait, l'administratif aujourd'hui était composé de 3 agents administratifs simples, quoi. Et donc nous supprimons un des postes, puisque en fait nous n'allons pas répondre à la titularisation de la personne qui était stagiaire. Voilà, est-ce que j'ai été clair? Y a-t-il des questions? Des remarques? Oui, que va devenir la personne qui était stagiaire? La personne, ça s'appelle un licenciement pour refus de titularisation. Donc voilà, donc on a fait ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est-à-dire un certain nombre d'entretiens dans des règles très précises. Nous avons regardé avec elle le pourquoi. Nous avons soumis le dossier de refus de titularisation au centre de gestion, qui a validé notre refus de façon unanime. Il y a un avis officiel du centre de gestion? Oui. Ah oui, tout à fait, c'est obligatoire. Donc nous avons présenté le dossier début mi-novembre, c'est ça, mi-novembre. Donc en fait la procédure, c'est que on reçoit la personne plusieurs fois pour faire des évaluations avec elle. Ensuite, on l'informe que l'on va faire ce dossier, on relit avec elle tout le dossier, on lui demande de s'exprimer dans ce dossier et on note ce qu'elle dit. De ce fait, après, elle le signe, voilà, et moi aussi, bien sûr. Il est envoyé au centre de gestion, le comité technique de gestion étudie le dossier.
Donc je rappelle que le comité technique est composé à parité d'élus et de syndicats. Et donc ce comité technique a donné un avis favorable au refus de titularisation sur ce dossier, de façon unanime. Par ailleurs, la personne en question, je lui ai proposé, puisqu'elle va rechercher du travail dans le privé, voilà, de l'accompagner si nécessaire et de pouvoir, si possible, lui rendre le service d'ouvrir une porte ou deux, ou de regarder avec elle un certain nombre d'offres d'emploi, si elle le souhaitait. Voilà. Et elle est censée partir à quel moment? Le 31 décembre. Son contrat n'allait pas jusqu'à fin janvier? Non, c'est pas obligatoire. À partir du moment où il y a refus de titularisation, on peut l'arrêter avant, en fait. Ce n'est pas le cas non plus d'un autre agent? Oui. Des services techniques? Tout à fait. Alors tout à fait. Mais pour l'instant, je ne vous donnerai pas la réponse parce que le comité technique est la semaine prochaine. Donc je n'ai pas de réponse pour l'instant. J'ai simplement effectivement argumenté sur le fait qu'il est compliqué dans un service technique sur 3 personnes d'avoir 2 personnes sans permis. J'ai proposé à cette personne de l'accompagner sur des modalités de passer un permis adapté à sa situation. Il a refusé. Donc à partir de là, moi je trouve que c'est très compliqué d'avoir 2 personnes sans permis qui donc officiellement n'ont pas l'autorisation de conduire les tracteurs sur la route parce que ça met en danger pénal le maire s'il arrivait quelque chose, et que par ailleurs d'autres problématiques font qu'à partir du moment où, j'ai envie de dire, la personne qui a le permis et d'autres compétences n'est pas là, ce sont des personnes qui voilà, ne peuvent pas lire de consignes, ne peuvent pas lire les produits, enfin les indications sur les produits et ne peuvent pas conduire. Donc ça devient très compliqué à gérer, je trouve, à partir de ce moment-là. Voilà. Donc là aussi, cette personne a eu des entretiens, a entendu, s'est exprimée. Le dossier a été envoyé au comité technique, mais il ne passera que mardi prochain de mémoire. Oui, le 15, c'est ça. Donc je reviendrai évidemment sur ce poste-là, mais une fois que j'aurai l'avis. Voilà. Très clairement. Voilà. Y a-t-il des votes contre? 2, 4. Des abstentions? Je vous remercie. Dernière délibération. Nous avons été sollicités par un habitant pour l'achat d'une petite parcelle de terrain sur le chemin des Écoliers. Pour ceux qui connaissent le chemin des Écoliers, quand vous partez de la mairie, que vous arrivez quasiment à la sortie du chemin des Écoliers, le mur fait un décroché. Et donc il y a un espace qui est beaucoup plus large. L'habitant qui est mitoyen à ce mur souhaiterait récupérer cette petite parcelle de terrain. Ce qui ne gêne pas vraiment le chemin des Écoliers, puisque évidemment l'engagement c'est que si on lui cède cette parcelle, le mur sera refait pour faire une continuité avec le mur existant le plus proche, dans un matériau correct, enduit, etc., etc. Et que c'est pas un endroit spécialement usité par les écoliers, ils ne font qu'y passer, c'est pas un endroit où on s'arrête, où on joue, enfin, etc. Donc on a considéré qu'effectivement c'était pas une contrainte pour la commune, et donc on aurait une parcelle de 70 mètres carrés qui reprendrait l'alignement
avec la parcelle D35, c'est-à-dire celle qui est précédente, et la continuité de la parcelle D36, sachant que ces deux parcelles-là appartiennent aux demandeurs. Donc en fait, il essaye juste de rendre son terrain rectangulaire là où il y avait un décroché avant. Je précise quand même que la parcelle détachée donc, ne supprime pas la circulation du public. Hein. Les enfants pourront vraiment continuer à passer sans problème. Hein. Et que la cession ne gêne en aucun cas d'autres voisins ou d'autres riverains. Il n'y en a pas d'autres. Je précise aussi qu'il n'y a pas de servitude. Nous avons eu quelques frayeurs à un moment parce qu'il y a un lampadaire, un mât pour l'éclairage public et puis un regard. Mais en fait, ils sont à côté de la parcelle, ils ne sont pas dessus, donc il n'y aura pas de servitude. Sinon, ça obligeait effectivement le propriétaire à autoriser l'accès, etc. Enfin, c'était un peu compliqué. Là, je ne sais pas si je serais allé jusqu'à la cession au regard de cela. Ce terrain, enfin cette parcelle, est dans le domaine public communal. Ce qui nous amène à avoir une procédure en deux temps. Il faut d'abord déclasser le terrain de telle façon qu'il ne soit plus dans le domaine public communal. Et une fois qu'il sera déclassé, nous allons le reclasser dans le domaine communal privé. Et là, nous pourrons le céder avec un acte notarié de vente au propriétaire qui le désire. Donc ce soir, ce que je vous propose, ce n'est pas encore la cession, c'est le déclassement. Parce qu'on ne peut pas le faire dans la même délibération. Il faut qu'il y ait une délibération de déclassement. Il faut ensuite qu'on me fasse connaître que nous avons déclassé ce terrain et que donc il est cessible. Et à partir du moment où il est cessible, je pourrais vous proposer une délibération en janvier ou en février, là, de vente de terrain. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que c'est un petit peu technique, alors je suis désolé. Est-ce qu'il y a un prix qui a été fixé pour la vente du terrain? Non. Aujourd'hui, on a demandé au propriétaire de prendre en charge la mesure par le géomètre, parce que c'est lui qui est le demandeur. Voilà. Et simplement, moi, je t'ai informé qu'aujourd'hui, le prix du mètre carré à l'Airie, alors, sur terrain constructible, hein, attention, là il ne va pas construire, hein, était selon les endroits, entre 70 et 110 € le mètre carré. Voilà. C'est pas un terrain à construire, et donc on va sans doute être sur la fourchette très basse de ce prix-là. C'est vraiment pour réaligner et rendre le service à l'habitant, c'est tout. C'était un endroit en fait qui était un peu plus large, ça permettait avant d'arriver pour traverser. Donc je pense que c'est peut-être pas si judicieux que ça de vendre ce terrain. Ça rend service à la personne, mais c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui s'est présenté contre vos élections. Enfin, il faut dire ce qu'il a voulu rendre des services alors qu'il a attaqué la commune, qu'il a demandé plus que ce qu'il a, les 5% par rapport au marché qu'il avait dans sa société. Il a demandé bien plus, donc voilà, et les choses ne sont pas aux normes, il ne les a pas fait remettre aux normes dans la cour de maternelle. Donc je ne trouve pas ça très logique de lui rendre service alors qu'il n'a pas rendu service à la commune. Non, puis alors, pour les gens qui me connaissent un tout petit peu, je pourrais vous raconter plein de choses sur les 6 ans que j'ai vécu, et moi je ne suis pas là-dedans. Je ne suis absolument pas dans... un tel il m'a fait ça, un tel il a fait ci, un tel il a fait ça. Et pourtant, de ma part, ce n'est pas de la charité chrétienne, je peux vous l'assurer. Mais clairement, enfin voilà, les habitants sont les habitants et quoi qu'il se soit passé, j'ai envie de dire, à un moment, il y a des pages qu'il faut savoir tourner et peut-être redémarrer un peu différemment. Et moi, je souhaite aussi que les choses soient très apaisées parce que nous avons vécu les uns et les autres des choses pas apaisées du tout pendant 6 ans. Je pense que c'est pas la bonne méthode et je pense qu'il faut que
on soit voilà, dans quelque chose. Alors, sur votre remarque de rétrécissement, je me la suis posée très clairement. Et puis il se trouve qu'en ce moment je suis beaucoup à l'école pour des raisons de cantine. Et je suis allé voir effectivement plusieurs midis de suite, etc. Comment vivait ce passage, notamment parce que je viens de la mairie à pied, donc je le prends tout simplement. Et j'essaye de passer en même temps que les enfants et les parents. Et en fait, comme le passage régulier et droit est cimenté, enfin bitumé, et que le reste est en cailloux, et ben en gravel, oui, merci. Je connais pas les termes techniques, Nicolas, je suis désolé. En gravel, je me suis aperçu qu'en fait, personne ne passe par là. Les poussettes ne roulent pas dedans, donc les mamans avec les poussettes n'y vont pas. Alors de temps en temps, je ne dis pas qu'il n'y a pas un enfant qui en courant fait un écart. Mais vraiment, il n'y a pas d'embouteillage. Je suis allé le vérifier, il n'y a pas d'embouteillage. Tester à 4h30 plutôt, c'est là qu'il y a le plus de monde. Oui, mais enfin, vraiment, là, Bon, on y va à l'école. je pense pas. Pardon? Excusez-moi, je disais juste on va à l'école. Oui, c'est ça. Donc, enfin voilà, les quelques fois où je suis allé vérifier, j'ai rien vu qui me permettait de penser que ça serait gênant. Voilà. Donc, on verra. Cet espace-là sert aussi de toutounette. Alors, il y a cet autre aspect, c'est qu'effectivement, il y a à des heures peut-être plus tardives ou plus matinales, je ne sais pas, il y a effectivement des gens qui trouvent intéressant de faire un peu leurs besoins à cet endroit-là. Donc, je me dis que s'il y a un mur, au moins ça évitera qu'ils le fassent. Donc je vous propose le déclassement du terrain du domaine public communal au domaine privé communal. C'est notre première étape. Et pour l'instant, le terrain n'est pas vendu. Y a-t-il des questions autres? Des votes contre? 4. Des abstentions? Je vous remercie. Ce conseil en tant que délibération est terminé. En termes d'information, je voulais vous dire aussi que donc, vous vous souvenez, il y avait une salariée qui avait demandé une réduction de son temps de travail. Donc là aussi, le centre de gestion a donné un avis favorable. C'était une demande du salarié, donc c'était un petit peu normal que ça soit accepté. Et puis vous informer aussi que, vu les conditions de la pandémie, l'INSEE a décidé à titre exceptionnel donc, de reporter l'enquête annuelle de recensement 2021 à 2022. Et de la même façon, les communes qui devaient passer en 2022 passeront en 2023, etc. Donc les personnes qui étaient présupposées pour réaliser ont bien sûr été prévenues tout de suite, de telle façon qu'elles ne attendent pas. Et puis, nous redémarrerons les choses au moment où on nous indiquera qu'on peut le faire, et ça sera a priori janvier 2022, la dernière date qu'on a eue, c'est ça. Voilà, comme d'habitude, nous avons un certain nombre de petites questions par Internet. Alors, la question plus que classique, mais je vais passer le micro à Johan qui va se faire un plaisir de répondre. Nous avons eu un certain nombre de questions de nouveau sur la fibre. Voilà, donc peut-être... Bonsoir à tous. Donc concernant la fibre, les nouvelles qu'on peut apporter, c'est que nous avons rencontré Heure Normandie Numérique qui s'occupe de créer le réseau avant de le mettre en service avec les différents opérateurs. On leur a bien entendu demander une date. Ils n'ont pas su nous donner de date précise. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que fin premier semestre 2021, la fibre soit active sur les RIE. Et on a décidé aussi de communiquer de toute façon auprès des habitants une fois que les travaux auront avancé, qu'on aura d'autres nouvelles, en tout cas plus précises,
sur comment se raccorder, qui contacter, etc., etc. Donc petit à petit ça arrive, il faut faire preuve de patience, comme quand j'apprends à tailler mon bonsaï. Voilà. Oui, juste dans les indications qu'ils nous ont données dans cette rencontre, enfin, moi je veux les remercier parce qu'ils se sont déplacés en mairie un soir pour nous rencontrer et essayer de nous donner un certain nombre d'explications. Donc, voilà, c'était plutôt sympa de leur part. Simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'ils nous ont aussi indiqué que peut-être tous les quartiers ne seraient pas couverts exactement en même temps. Il y aurait une espèce d'avancée progressive et que donc il est possible qu'un habitant l'ait fin mai 2021 et qu'un autre habitant l'ait que fin juin 2021. Voilà. C'est vraiment que quelques semaines, c'est pas sur une année. Non, c'est ça. Ça sera, ça avancera par petites semaines, etc. Mais que ça peut faire un décalage d'un mois ou un mois et demi sur l'ensemble de la commune, mais pas plus. Bon, on leur a vraiment expliqué qu'on était tous très impatients parce que les uns et les autres, on souffre beaucoup de ça. Voilà. Une autre question qui était sur la date limite du dépôt des dossiers de crédit loisir. Alors, une question qui émanait d'un dirigeant sportif, mais aussi de parents. C'est vrai que le reconfinement et l'arrêt de nouveau des entraînements ou des pratiques sportives ont amené un certain nombre de parents à mettre leur enfant un tout petit peu, puis à les reprendre puisqu'ils n'avaient plus d'activité, et donc de ne plus croiser les dirigeants pour tout ce qui était instruction de ce dossier crédit loisir. Nous avions au départ, je crois, il dit novembre, 30 novembre. Nous, ce que nous proposons, c'est de le reporter jusqu'au 31 décembre, de telle façon que... Alors, il y en a déjà pas mal de réalisés, donc c'est plutôt bien. Il y a quelques retardataires, entre guillemets. Donc, jusqu'au 31 décembre, nous prendrons les dossiers de crédit loisir. Après, ça ne serait pas raisonnable, puisqu'on attaquerait 2021, donc ça serait... voilà. Mais jusqu'au 31 décembre, on peut les prendre. Et là, comme il semblerait qu'au moins l'activité sportive en plein air, avec tous les gestes barrières, puisse reprendre, je pense que notamment les deux clubs concernés ici à Léry pourront finaliser les dossiers. Et puis, je crois que sur l'école de musique, il y a possibilité aussi de croiser la secrétaire qui puisse, voilà, si on se présente. Elle accepte de les faire par mail, elle me l'a envoyé par mail. Tout à fait. Voilà, elle les fait par mail, et si on se déplace, il y a quand même une personne qui peut vous recevoir. Donc, voilà, j'invite les gens à vraiment finaliser ce dossier avant le 31 décembre, sachant que nous ne serons pas à la mairie le 31 décembre à minuit. Enfin, moi, je n'y serai pas toujours. Alors j'ai une autre question qui m'a beaucoup surprise parce que c'est un sujet dont on ne s'est pas du tout emparé pour l'instant. Donc la question c'était l'agrandissement du cimetière. La mairie a-t-elle prévu d'acquérir le terrain situé en haut du cimetière? Alors là, excusez-moi, mais c'est un sujet que je n'ai absolument pas eu l'occasion de me poser la question. Pour l'instant, malheureusement, les inhumations que nous avons eues à accompagner ont trouvé une place. Donc pour moi, il n'y avait pas de problème de place. Voilà, je le dis clairement. Maintenant, il faut peut-être se pencher pour les années à venir, effectivement, sur un certain nombre de choses autour du cimetière. Moi, je reconnais volontiers que Madame David avait fait un énorme travail là-dessus et qu'il faut sans doute le continuer et prolonger. Et voilà, il y a la personne qui est très inquiète qu'elle vienne me voir si elle pense qu'il n'y a plus de place au cimetière. Il y avait aussi... De quel terrain elle parle? Je De sais... l'autre côté de la route, en fait. C'est la route qui monte. Il y a un petit chemin qui monte dans la forêt. Ah oui, d'accord. C'est un terrain communal? Non, c'est pas un terrain communal. Non. Bon, mais si c'est un sujet qui pose question, on s'y intéressera à un moment, parce que c'est que peut-être qu'il y a des vraies questions à se poser autour de cela.
Il y a eu aussi deux questions de nouveau sur, on va dire, tout ce qui est signalétique, stop, priorité, miroir, sujet dont on a déjà parlé. Alors, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que ça nécessite un peu un plan global. C'est-à-dire que ce sont soit des petits aménagements de voirie, et ça dépend de l'agglomération, avec une part financière de la mairie, soit ça nécessite, enfin voilà, la voirie c'est de l'interco, donc forcément ça nécessite de travailler avec l'agglomération. Le choix que nous faisons, c'est de dire on ne va pas travailler avec l'agglo sur un premier carrefour, puis 3 mois après sur un autre stop, puis 3 mois après, etc. Donc l'idée, c'est de finaliser un peu le tour de la commune que nous avons commencé avec les habitants, de prendre note d'un certain nombre de choses, de faire ensuite le même parcours avec les services voiries de l'agglomération, ce qui nous permettra aussi de mettre une somme en face et de voir ce que nous pouvons faire à ce titre-là, au titre de l'investissement, en se disant, je dis n'importe quoi, mais il y en a pour 15 000 euros, ben, il y a peut-être, je sais pas, 7 500 qui seront faits la première année, 7 500 la deuxième année, ou d'établir aussi avec les habitants les priorités, non pas routières, mais les priorités en termes de dangerosité du carrefour ou de la sortie. Je pense notamment à la sortie sur la rue du Général de Gaulle, où là, on voit bien que c'est très compliqué. Là, je la prends de temps en temps, c'est vraiment compliqué de sortir parce qu'on voit strictement rien. Donc c'est peut-être ces endroits-là qui seront prioritaires. Et ça, c'est un travail global et il faut qu'on avance encore dans la commune. Mais c'est prévu. Il y avait une question aussi d'un monsieur sur le ramassage des monstres. Alors, je ne sais pas de qui il parle. Sur les encombrants. Non, parce qu'on ne dit plus les monstres, on dit les encombrants. C'était rigolo. Alors, je tiens à signaler que dans le dernier Petit Lérésien, il y a un article d'une page sur tout ce qui concerne la collecte des ordures ménagères, les encombrants, la déchetterie, l'accès à la carte de la déchetterie. Donc, pour toute personne qui n'a pas eu ce journal et qui n'a donc pas vu cette information-là et les autres, il reste des exemplaires à la mairie, surtout si vous ne l'avez pas eu dans votre boîte aux lettres, venez chercher à la mairie votre journal. Ou appelez-nous pour qu'on aille vous le mettre dans votre boîte aux lettres. Et donc, sur les informations de déchetterie, il y a une petite phrase qui dit « Pour la collecte des encombrants, les habitants qui ne peuvent pas se rendre en déchetterie peuvent prendre rendez-vous en appelant, alors il y a un numéro de téléphone à l'agglo, ou en allant sur le site de l'agglo Seine-Heure dans la rubrique « Demande de rendez-vous ». L'agglomération Seine-Heure remplit les plannings des tournées pour le compte de la ressourcerie L'Abri, avec qui elle a une convention pour une prestation de collecte chez les particuliers. La ressourcerie ramasse les encombrants qui ne rentrent pas dans une voiture, même s'ils ne sont pas valorisables. C'est-à-dire que vous avez, je sais pas moi, des éléments métalliques, du grillage enroulé autour de poteaux, tout rouillé, etc. C'est absolument pas valorisable. Mais ils viendront le chercher si on a pris un rendez-vous. Voilà. Donc, c'est écrit dans le journal, venez chercher le journal, et si vous avez un doute, appelez la mairie. Appelez la mairie. Je préfère qu'on appelle la mairie 3 fois pour qu'on répète 3 fois la même chose, plutôt que de voir traîner des canapés ou des chaises ou je ne sais quoi partout dans la commune. Voilà. Et puis, il y avait une dernière question, et là je vais donner la parole à Christelle sur les illuminations, en remerciant quand même, avant de parler des illuminations. Je voudrais très sincèrement et publiquement remercier le pôle animation et les élus qui les ont rejoints, parce que je sais qu'il y a des élus qui ne font pas partie du pôle animation, qui en fait. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui devant la mairie, sur la place, etc., a été entièrement fabriqué à partir de matériaux de récupération
par le pôle animation, les quelques élus dont je parlais, dont je tairai le nom. Et je voudrais vraiment très sincèrement les remercier pour avoir positionné cette décoration, cette animation. La boîte du Père Noël fait un tabac. Moi, je vois toute la journée des gamins passer, ils mettent des enveloppes. Quand ils sont trop petits, les parents les lèvent pour que ça puisse être mis dans la boîte. À partir de demain, il n'y aura pas d'illumination donc sur toute la commune en raison des finances, tout simplement, puisque aujourd'hui encore, nous devons faire face à des factures qui nous tombent dessus. Je vais tout simplement citer quelques-unes, puisque même si on ne doit pas avoir de rancœur, mais voilà, M. Calais qui disait toujours qu'il n'avait pas de frais de justice, qu'il n'avait pas d'affaires en cours. Nous devons payer donc 1200 € à l'Art du Paysage. Nous devons rembourser les frais de justice d'un montant de 1000 € pour une employée qui ne s'était pas fait payer ses heures supplémentaires. Nous devons aussi prendre en charge donc, le parking de la salle Nicolas Poussin, qui n'a pas été payé sur l'année dernière, 19 232 €. Et comme tout va bien, nous devons continuer aussi On a la surprise de temps en temps de recevoir des colis commandés par Madame Méraud. Et donc au mois de mai, dans lequel nous n'avons ni les bons de commande qui ont été passés à ce moment-là. Et donc les livraisons arrivent là depuis le mois de novembre. Donc c'est pareil, on n'a pas le prix, pas le bon de commande. Et nous, on doit simplement payer les factures. Donc je suis désolée, mais... La marchandise, quand même. On a la marchandise, mais aujourd'hui, elle ne nous sert à rien, puisque nous avons fait notre stock jusqu'au 31 décembre. On va pouvoir monter une société de nettoyage. Je pense qu'on peut monter une société de nettoyage sans problème, puisque nous avons anticipé à commander les produits d'entretien, en tout cas jusqu'au 31 décembre. Et là, on se retrouve avec un stock dans lequel il faut payer la facture, bien évidemment. On peut préciser aussi que les décorations de Noël ont été vendues oui. Il y a 6 ans, à peu près, quoi. Alors, si je peux même rajouter quelque chose aussi pendant que Ils ont été vendus par l'ancienne municipalité. En décoration de Noël, nous avons un stock, on va bien préciser, d'une bonne quarantaine de cartons qui ont été vendus très sournoisement il y a quelques années à l'ancienne municipalité. C'est-à-dire que ce sont des guirlandes lumineuses qui ont été refourguées, parce que c'est bien le terme, à l'ancienne municipalité, sachant que maintenant, nous ne pouvons plus mettre ces guirlandes-là, puisque maintenant dans les catalogues, ce sont des guirlandes à LED. Le représentant s'est effectivement beaucoup frotté les mains, puisqu'il y a au moins en mairie une bonne quarantaine de cartons tout neufs qui n'ont jamais servi. Voilà. Donc nous ne pouvons pas investir forcément. Voilà. Et je tiens à préciser aussi que par ailleurs, moi je ne souhaite pas forcément qu'on mette de la lumière partout dans la ville. Alors oui, c'est joli, oui, ça fait Noël, mais c'est joli la nuit, et globalement, si je regarde bien, à 7h30, tout le monde est rentré chez soi, donc c'est joli pour qui? Voilà, donc je pense que quand on aura la chance d'avoir un peu plus de convivialité, ces périodes-là, c'est oui du décor, oui un peu de lumière, mais c'est surtout de la convivialité, de la rencontre et de la solidarité, me semble-t-il. Voilà. Oui, bien sûr, Nicolas. Alors, moi je voulais ajouter ma petite touche. Tout d'abord, Johan, toi tu es dans le bonsaï, moi je suis dans le sapin en ce moment. Et donc moi je voulais remercier aussi les agents des services techniques qui ont refait entièrement les cadres lumineux, donc la crèche et le Joyeuse Fête. Voilà, donc je voulais remercier leur travail. Je voulais également aussi remercier l'ONF de nous avoir fourni des sapins. Voilà.
Et également les élus du pôle animation qui ont passé pas mal de samedis à faire les décorations, et des bénévoles, et des conjoints. Voilà. Voilà. En tout cas, pour ma part, c'est tout. Je pense que vous avez tout dit. Voilà. Si je peux juste... Oui, Bertrand. Si je peux juste prendre la parole 2 secondes, parce que ce que j'ai entendu tout à l'heure par rapport au monsieur qui voudrait récupérer la partie de terrain, juste pour vous rappeler, Madame Méraud, qu'il y a 6 ans, il était votre second sur la liste. Et que aux dernières élections, au mois de mars, il y avait eu un 2e tour, il devait y avoir fusion avec vous. Sa liste et la vôtre. Donc vous entendre parler comme ça de ce monsieur, je suis un peu choqué quand même. Il n'a rien fait. Il n'a Oui, rien c'est fait. il y a 6 ans, et là vous deviez fusionner avec sa liste s'il y avait eu un 2e tour. Donc je suis choqué de votre comportement. Excusez-moi, moi je suis choquée aussi d'entendre ça. C'est pas ce qu'il a fait à la commune, c'est ce qu'on lui a fait. Le monsieur en question avait été gagnant d'un marché public. Donc il avait Plus que ces 5% de travail et d'emploi. Point. Il réclamait plus que ces 5%. Il a le droit. Il a le droit. Il n'avait pas le droit à plus que 5%. Si, il a le droit. Si, ils peuvent toujours. Le tribunal lui a pas donné raison, mais il avait le droit de demander plus de 5%. Ça, il avait le droit, tout à fait. Voilà, donc... Bref, toujours est-il qu'on ne va pas parler de ce monsieur pendant 25 ans. Pour moi, l'ordre du jour est vraiment clos, sauf si vous avez... Ah, Michel, un petit mot peut-être. Excuse-moi, je t'ai oublié entre deux. Juste pour dire que les colis de Noël qui seront distribués aux personnes âgées sont arrivés hier, que certains élus vont commencer à les distribuer. Donc il y a eu 75 colis couples et 90 colis personnes seules, également une vingtaine de colis pour les familles en difficulté. Beaucoup de demandes après les dates limites, donc on va faire en sorte que le maximum de gens soient satisfaits. Également, pour les colis des personnes en difficulté, on va faire des achats en dehors des colis qui ont été commandés. Le montant de ces colis était de 4 479,75 € et il y aura environ 200 € supplémentaires pour les colis, la vingtaine de familles, enfin les personnes qui représentent des familles en difficulté et non pas des couples ou des personnes seules. Voilà, nous allons donc dans les jours qui viennent, les élus vont commencer à distribuer et nous espérons que tout sera distribué évidemment avant Noël, donc nous espérons que le 17 ou le 19 tout sera distribué. Peut-être de façon ludique ou de façon moins ludique en porte-à-porte, mais on fera pour le mieux, sans exposer quiconque à des risques supplémentaires. Oui, je voulais dire. Oui, juste pour terminer sur le sujet de Michel, je pense que effectivement, dans un système un peu contraint financièrement, moi mon choix, et vous l'avez validé, je vous en remercie, c'est de se dire que c'est la solidarité qui prime et qu'il y a des gestes qui permettent à des familles d'avoir un petit plus au moment festif et qu'ils n'auraient peut-être pas si nous ne le faisions pas, me semble normal et que on a devant nous, je pense, une crise économique et du monde du travail qui risque sans doute de nous amener dans les mois à venir à être encore plus présents sur le terrain par rapport à ces personnes en difficulté. Dernière info, merci Kevin, je l'avais en tête et je l'avais oublié entre deux. Vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil d'État a débouté les 13 points que les différentes associations avaient portés devant le tribunal et puis devant le Conseil d'État. Et donc, sur le projet autoroute A133-134,
ce qu'on appelle chez nous le contournement est de Rouen, avec le barreau Roi, le beau viaduc qui arriverait devant chez nous, etc. etc. Suite à une visioconférence avec quelques maires du coin et des gens du collectif Non à l'autoroute, nous avons décidé symboliquement de répondre à cette délibération du Conseil d'État par une manifestation dimanche matin 13 décembre à 11h. L'idée, c'est que voilà, les gens qui se sentent concernés par cette problématique puissent venir se positionner au niveau de la place. Je ferai un rappel, je le fais ce soir et je le ferai de nouveau dimanche. C'est une manifestation statique, c'est-à-dire que nous n'avons pas de cortège, pas de défilé, parce que je considère que dans la période que nous vivons, il est plus dangereux d'être dans un cortège que d'être sur une place de façon statique. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester comme le roi du silence, hein. Ça veut dire que simplement, voilà, il n'y a pas de regroupement, 10 personnes sans masque qui se parlent, etc. Je demanderai à tous les participants d'être masqués, autant que faire se peut de respecter la distanciation qui permette qu'on soit un peu protégé. Ce n'est pas une manifestation qui durera forcément longtemps. Il y aura des élus qui m'ont répondu favorablement, qui viendront avec leurs écharpes. J'appelle les adjoints aussi à venir avec leurs écharpes. Il y aura peut-être quelques prises de parole, donc la salle, là, il y aura un peu de sonorisation. Maxime Bunel, qui est le président de Non à l'autoroute, essaye de ramener les quelques grandes affiches que vous avez peut-être pu voir, notamment quand on avait fait l'action à Rouen, qui montre très très bien le tracé et qui permet de mieux prendre conscience de ce qui nous attend. Voilà, donc je vous invite tous, devant la caméra et derrière la caméra, à être présents dimanche à 11h pour ce moment un petit peu de dire nous dans l'heure, on ne reste pas les bras croisés et nous les citoyens, on ne veut pas de cette autoroute. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Merci.